Salut, dans cette vidéo on va voir comment ce gros monsieur tout barbu a fait pour révolutionner le monde du meuble et créer Ikea 84 ans avant Ikea. Tout ça juste avec 3 bouts de bois et un peu d'ingéniosité. C'est parti. Bon, pour vous mettre un peu de contexte, on est dans les années 1800. C'est le début de l'industrialisation en Europe, les chemins de fer et les usines se démocratisent de plus en plus. C'est l'époque où les premières machines à vapeur voient le jour allant à une vitesse faramineuse de 8 km/h. Et c'est aussi l'époque où à peu près 99% du mobilier est en bois et il ressemble à ça. C'est moche, hein? Sauf que en plus d'être moche, c'est des pièces qui sont super lourdes avec des ornements et des décorations infâmes dessus qui servaient de moyens de communication. Je m'explique. En gros, plus il y avait d'ornementation, plus il y avait de décoration sur les fauteuils, plus l'artisan avait passé de temps dessus, donc plus le meuble était cher et donc montrait la richesse et l'importance de la personne qui l'avait acheté. Sauf que bon, des chaises comme ça dans les bars et les restos, frère, ça va 2 minutes. Pour les bouger, pour les empiler, pour les transporter et tout, c'est un enfer, donc stop, on arrête. Sauf que d'un autre côté, en même temps, on est dans les années 1800 et les gens, ils avaient pas tellement le choix. Les industries, ça existait pas, donc fallait forcément passer par l'artisanat. Mais les artisans, ils faisaient à peu près tous la même chose, c'était vraiment pas révolutionnaire, c'était toujours des trucs en bois avec beaucoup de décoration, tout ça, donc... Sauf qu'un jour, il y a une femme à qui ça brisait vraiment pas mal les bourses de voir ces chaises. Cette femme, c'est Anna Dome. Alors, elle est pas connue du tout, elle n'a jamais été connue, personne la connaît, mais je vous le dis, juste tenez un café, faites ce que vous voulez de l'info. Enfin bref, cette Anna recherchait des chaises beaucoup plus décoratives, beaucoup plus résistantes, beaucoup plus légères, qu'on pouvait empiler, etc. Elle va alors contacter le gros barbu que vous avez vu en début de vidéo, l'ébéniste germano-autrichien Michel Tonnet. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, la révolution se met doucement en place, tranquillement, chill. Pour la petite histoire, Tonnet y tient son atelier d'ébénisterie depuis 1819. Il va produire des meubles comme des armoires, des lits, des tables, des sièges, etc. Enfin plein de babioles avec une certaine légèreté. Lui, il sort du lot. Il fait pas des trucs moches comme tous les artisans de base faisaient. Lui, il fait des trucs assez épurés, sans décoration excessive. Donc totalement l'exact opposé des immondes qu'on voyait à l'époque. Comme l'ornementation se rattache au passé et aux traditions, il est donc impossible de créer des produits radicalement nouveaux si on les garde. Alors quand Anna, elle a appelé Tonnet pour lui faire une nouvelle chaise plus simple, plus légère, plus résistante, etc., lui, il était aux anges. Donc Tonnet a pas mal bûché sur le projet, il a essayé des prototypes qui n'ont pas du tout fonctionné, des assemblages beaucoup trop complexes, des modèles trop lourds, mais après quelques temps de recherche, il a tout supprimé pour garder que l'essentiel. 10 vis, 6 bouts de bois. C'est tout ce qu'il lui a fallu pour révolutionner une industrie complète. Et quand je vous dis révolutionner, vraiment je pèse absolument pas mes mots. Ce mec a enclenché 3 révolutions à lui tout seul. Là vous allez me dire, attends, gros, comment avec si peu de pièces et si peu de matière, il peut avoir un aussi gros impact? C'est tout simplement grâce à sa technique de fabrication qui pour l'époque est ultra visionnaire et ultra révolutionnaire. Regardez, c'est hyper intéressant. Donc pour faire sa chaise, Tonnet il a besoin de prendre des longues tiges de bois. En général c'est du hêtre. C'est un bois qu'il trouve dans les forêts à proximité de son atelier de fabrication, donc pas besoin de faire 1000 km pour en trouver. En plus c'est l'une des essences de bois les plus faciles à travailler. Une fois qu'il a ses petits bâtons, il est tout content, il les plonge environ 6 heures dans une cuve à vapeur à plus de 100 degrés. En fait dis-toi que ce que Tonnet vient de faire c'est comme faire cuire des spaghettis, mais en un peu plus long. Une fois que ça c'est fait, Tonnet il sort le bois et grâce à la chaleur, le bois est devenu tout mou. Il faut donc le cintrer en moins de 3 minutes, c'est-à-dire qu'il faut placer les bâtons sur le moule sous peine qu'ils sèchent, se cassent et donc tout recommencer. Une fois que cette étape est terminée, il faut les placer 2 jours dans une chambre de séchage, desserrer les étaux, polir le bois et assembler tous les morceaux. Mais la chaise, elle n'est pas encore terminée. Pour fignoler le tout, l'assise est recouverte d'un canage. C'est une espèce de paille tressée qui est tendue pour qu'on puisse poser nos miches dessus dans les cafés parisiens. Et voilà, la chaise, elle est totalement terminée. Et pour la première fois de l'histoire du meuble, une chaise ne montrait rien d'autre que sa fonction première, s'asseoir. Pas de décoration, pas de signe de richesse, rien. Juste, tu t'assois. Et tout ce que je viens de vous dire là, tout le process de fabrication, tout ça, il n'y a rien qui a changé depuis 160 années. Ça fait 160 ans que c'est pareil et que la construction des chaises est faite de la même manière. Les procédés de fabrication sont les mêmes, certaines machines sont encore les mêmes et sont encore d'époque. L'usine, c'est la même. Le seul truc qui a changé, c'est que maintenant les employés, ils viennent en Nike. C'est tout. Bon, ça vous fait une belle jambe de savoir tout ça, hein, mais vous savez toujours pas pourquoi elle est révolutionnaire. Ben ça tombe incroyablement bien parce que c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la chaise de Tonnet, elle est révolutionnaire pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'elle utilise la technique du cintrage du bois massif, ce qui limite considérablement les chutes de découpe du bois, ce qui a réduit les pertes de matières premières et donc réduit le prix final. Ensuite, deuxièmement, comme la chaise elle est
très simple à produire, elle peut être produite en série. Les ouvriers n'ont donc plus besoin d'être des artisans hyper compétents et super qualifiés qui créent tout de A à Z. Tonnet préférera employer donc des paysans qui seront spécialisés uniquement sur une tâche spécifique chacun. Le coût de main d'œuvre sera donc beaucoup moins élevé et le temps de production sera réduit. En gros, juste avec cette technique pour faire des bâtons pliés, Tonnet il va permettre de concevoir des meubles en se basant sur le principe de division du travail. C'est-à-dire que plusieurs personnes qui de base ne sont absolument pas qualifiés interviendront dans le processus de fabrication de la chaise avec chacun une tâche bien précise à accomplir. Donc ça pouvait être soit de plier le bois, ça pouvait être soit d'aller chercher le bois, soit de visser, soit de cintrer, teindre le bois, soit de le vernir, etc. Donc chacun avait une tâche hyper précise. Et si tu te souviens de tes cours d'histoire, c'est le même principe que Ford a développé pour l'automobile, mais Tonnet l'a fait presque 50 ans avant. Et enfin, troisièmement, cette chaise elle est révolutionnaire parce qu'elle a été vendue en kit. Les chaises sont transportées dans une grosse boîte d'1 mètre cube pouvant en contenir 36, ce qui va grandement faciliter le transport de la chaise partout dans le monde. Le coût d'expédition est coûté que dalle, ce qui permettait d'être présent sur tous les territoires, d'être le moins cher et de disrupter le marché du mobilier de l'époque. Le mec venait d'inventer Ikea 84 ans avant Ikea. Donc tu te doutes bien qu'avec tout ça, la chaise bistrot, dès qu'elle est sortie en 1859, toute l'Europe entière, vraiment même le monde, se l'est arraché, avec plus de 50 millions de chaises vendues jusqu'en 1930. C'est 4 millions de plus que le nombre d'habitants en Espagne. En gros, c'est comme si tous les habitants d'Espagne avaient une chaise Tonnet, plus 4 millions. Ça fait 625 fois le stade de France. C'est délirant. Je pense même que tous les objets de Stark réunis, ça fait même pas 50 millions de ventes. Pour vous dire à quel point le mec a inondé le marché. D'ailleurs, la chaise, elle était tellement pas chère que les gens lui ont donné le nom de la chaise à 3 sous. Ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui, puisqu'elle coûte 700 €. Mais pour l'époque, le fait qu'elle ne soit pas chère, ça ne remettait absolument pas en cause son esthétique ni sa solidité. Et pour le prouver, il y a une légende qui raconte que Tonnet aurait tranquillement balancé sa chaise du haut de la tour Eiffel lors de l'exposition universelle de Paris, au calme. Et la chaise était intacte. Les différentes évolutions techniques et économiques qui ont accompagné la création de la chaise bistrot de Tonnet ont participé aux prémices de la révolution industrielle et du design contemporain qu'on connaît aujourd'hui. Donc en gros, la chaise du gros barbu va marquer la période de transition entre l'artisanat et la production industrielle de masse. Et je vais finir cette vidéo par une phrase de Saint-Exupéry qui est assez vraie, je trouve. La perfection n'est pas atteinte lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer.